Le sommeil représente un peu plus d'un tiers de notre vie. Autrement dit, à 75 ans, nous aurons dormi près de 25 ans, ce qui n'est pas rien. Or, le sommeil est pour beaucoup d'entre nous un vrai sujet, voire même parfois la préoccupation de nos journées. Certains dorment d'un sommeil de plomb, ne rencontrent quasiment jamais de difficultés de sommeil, peuvent même dormir n'importe où, et d'autres, au contraire, se plaignent de difficultés de sommeil depuis qu'ils sont tout petits. Comment est-ce que cela s'explique et pourquoi sommes-nous tous si inégaux? Pourquoi sommes-nous si inégaux face au sommeil? Des millions de personnes, chaque nuit, traversent des moments d'insomnie, des réveils nocturnes ou ont simplement des difficultés à lâcher prise avant de s'endormir le soir. Et si nous rencontrons des problèmes de sommeil, que pouvons-nous faire concrètement? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? C'est pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore que je reçois aujourd'hui le docteur Patrick Lemoine. Docteur Lemoine, vous êtes médecin psychiatre. Oui, personne n'est parfait, vous savez. Vous êtes docteur en neurosciences et votre spécialité de clinicien de terrain est incontestablement le sommeil, puisque vous avez écrit plus de 30 ouvrages sur le sommeil. Alors bon, j'ai ici quelques ouvrages voilà, dont un qui est très très beau, le programme complet pour en finir avec l'insomnie. Vous avez également écrit Apprendre à dormir et puis Docteur, j'ai mal à mon sommeil. Vous travaillez depuis plus de 30 ans et vous êtes au chevet de personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Vous cherchez vraiment à développer une meilleure prise en charge des troubles du sommeil et de leurs difficultés. Vous êtes la caution médicale du pack sommeil que Meditatio propose aujourd'hui. Alors ce pack sommeil a été intégralement pensé avec une approche chrétienne et il combine trois approches qui sont trois dimensions qui sont à la fois complémentaires et indissociables, la dimension psychologique, la dimension physiologique et la dimension spirituelle. Et l'objectif de ce pack, c'est de permettre aux auditeurs de pouvoir retrouver un sommeil réparateur, apaisé, sous le regard de Dieu. Alors pourquoi ce pack? Parce que chez Meditatio, nous nous sommes rendus compte que les méditations autour du sommeil étaient les méditations les plus écoutées. Et donc on a vraiment senti un besoin de nos auditeurs d'avoir des outils concrets, des pistes concrètes pour favoriser une meilleure qualité de sommeil. Pour pouvoir découvrir ce pack et toutes les propositions chrétiennes qu'il contient, vous pouvez aller sur la page qui va s'afficher en bas de votre écran, la page meditatio.app/pack sommeil. Alors, docteur Lemoine, vous traitez cette question du sommeil depuis bien longtemps et je disais en introduction, certaines personnes dorment très bien, elles sont même capables de dormir n'importe où, je trouve ça tout à fait injuste, n'est-ce pas? Et d'autres, au contraire, se plaignent de difficultés de sommeil depuis parfois même des années, depuis qu'elles sont toutes petites. Qu'est-ce qui explique que nous sommes inégaux face au sommeil? Malheureusement, c'est une explication qui est un peu pessimiste puisqu'on parle de génétique. En réalité, nous sommes programmés génétiquement sur le temps de sommeil et sur ce qu'on appelle la typologie. Exemple, moi je suis caricaturalement du matin, ce qui fait que je suis très ponctuel, mais très chronorigide. Les gardes, les 3-8, c'est pas pour moi, je ne serai jamais hôtesse de l'air, alors que les sujets du soir sont chrono-flexibles, ont beaucoup de mal avec l'exactitude, la politesse des rois, et en revanche sont très chrono-flexibles. Et l'inégalité et l'injustice sont telles qu'on sait maintenant que les personnes qui sont du matin ont une espérance de vie supérieure à celles qui sont du soir. C'est une donnée assez récente, sauf si les sujets du soir essayent de se discipliner un peu. Parce que le grand problème est que les sujets du soir, ils vont en boîte, ils fument, ils boivent plus que les autres, ont plus d'accidents de voiture et donc vivent moins vieux. Donc il s'agit, quand on est du soir, de ne pas trop se laisser dériver, de ne pas trop se laisser aller à sa tendance trop festive. On peut faire la fête de temps en temps, mais pas trop. Et comment on peut savoir, à coup sûr, j'ai envie de dire, si on est plutôt du matin ou du soir? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent? C'est très simple. D'abord, il y a à peu près 18% des gens qui sont du matin, 20% qui sont du soir, et tout le reste est intermédiaire, jusqu'aux gens qui sont carrément au milieu, qui sont les plus nombreux, qui sont ni du matin ni du soir. Un sujet du matin, le matin il ouvre les yeux, moi c'est 5h30, je suis tout de suite en forme, et un quart d'heure plus tard, je suis en train d'écrire devant mon ordinateur. Un sujet du soir, il vaut mieux pas trop l'approcher pendant les 2 premières heures, parce qu'il n'est pas toujours très commode le matin. Et puis l'autre critère, c'est la ponctualité, qui est très très claire. Et j'explique toujours au DRH que s'ils veulent recruter quelqu'un qui va travailler de nuit ou en 3-8 ou comme pilote de ligne, si la personne arrive tranquillement à l'heure, il ne faut pas qu'il le recrute, parce qu'il sera du matin. Alors que s'il arrive à l'heure, c'est un entretien d'embauche, mais à la bourre, il le prend, parce que c'est un sujet du soir, et il pourra s'adapter.
Et vous dites que la majorité des personnes est plutôt entre deux. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Des gens aussi caricaturaux que moi, c'est quand même assez rare. Ok. Est-ce que vous avez des recommandations, je dirais un peu type, sur le sommeil? On parle par exemple de nombre d'heures de sommeil. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport à nos besoins en termes d'heures de sommeil? Déjà, de quoi on parle? C'est quoi le sommeil, Anne-Laure? Oui. Pas facile à définir. Tout à fait, c'est pas facile à définir. D'ailleurs, je crois que dans un de vos livres, vous dites, souvent dans vos conférences, vous posez la question Oui. à des spécialistes du sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Souvent, ils restent bêtes. Et donc, je leur parle toujours de Saint-Augustin, qui disait de manière assez extraordinaire, parce qu'il avait un humour impressionnant, Saint-Augustin, et qui disait le temps, si tu ne m'en parles pas, je sais ce que c'est. Mais si tu me poses la question, je ne le sais plus. Le sommeil, c'est pareil. Si je ne vous pose pas la question, vous savez très bien ce que c'est que dormir. Mais si je vous pose la question, pour le définir, les 4 critères, c'est pas facile. Donc c'est une perte de contact avec l'environnement, c'est une déconnexion de l'environnement incomplète. Par exemple, si vous dormez et que je mets un parfum sous votre nez, vous risquez d'avoir des rêves à partir de ce parfum. Ou s'il y a un bruit, une sirène dans la rue, vous risquez quand même d'influencer vos rêves. Donc c'est une perte incomplète de connexion avec l'environnement. Okay. 2, je ne suis pas dans le coma, donc c'est facilement réversible. Donc je fais ça et ça réveille. Donc votre mari, vous savez qu'il n'est pas dans le coma, parce que vous savez que vous pouvez le réveiller instantanément. Troisièmement, c'est réparateur, ça fait du bien de dormir. Et quatrièmement, comme on ne dort pas n'importe quand, c'est un phénomène cyclique. Donc si vous avez ces 4 critères, c'est que vous dormez. Alors ensuite, deuxième question, c'est à quoi ça sert de dormir? Oui, tout à fait. Et la première réponse, à reposer, bien sûr, à être réparateur. Tout le monde le sait. En revanche, ça sert à vivre vieux. La longévité est intimement liée au sommeil, on le sait de mieux en mieux maintenant. Ça sert à muscler son immunité, ça sert à réguler son système cardiovasculaire, donc si on dort bien, on a moins de chances d'avoir une hypertension artérielle. Ça sert à régler des conflits, ça sert à abaisser les tensions, donc à être moins énervé, à avoir moins d'anxiété dans la journée, et encore plein de choses qu'on ignore, à nettoyer le cerveau aussi. Et encore plein d'autres choses qu'on ignore. Donc le sommeil, c'est assez récent comme donnée, en fait, est le pilier de la santé et de la longévité. C'est sur le sommeil que tout repose. Et c'est donc pour cette raison que pendant toutes les études de médecine en France, on a 0 heure de cours sur le sommeil. Incroyable. Sauf sur les apnées du sommeil. Alors vous dites qu'effectivement le sommeil est vraiment extrêmement important pour notre santé mentale, notre santé physique, notre santé aussi relationnelle. Il est même plus qu'extrêmement important, il est essentiel. C'est ça. Et pourtant, il est clair que le sommeil, je le disais aussi en introduction, est un vrai sujet pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de difficultés. Et les médecins, malheureusement, ne sont pas formés. Et donc, si vous allez voir votre médecin en disant « je ne dors pas bien », pouf, il y aura le réflexe hypnotique, ce qui est une catastrophe. Hypnotique, ça veut dire somnifère. Somnifère, oui. Ouais. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que ça vous prive des stades importants de sommeil au cours desquels on sécrète ce qui empêche de devenir diabétique, ce qui empêche de devenir obèse. Et je ne suis pas loin de penser que l'épidémie d'obésité prévalente aux États-Unis, mais qui arrive quand même en Europe, est liée aussi à la réduction du temps de sommeil et au sommeil perturbé de l'homme contemporain. Alors justement, vous parlez de sommeil perturbé de l'homme contemporain. Qu'est-ce qui explique que, il semblerait en tout cas qu'il y ait de plus en plus de personnes qui souffrent de difficultés liées au sommeil. Pourquoi cette explosion? Est-ce que vous avez des chiffres déjà sur ce sujet? Oui, et qu'est-ce qui explique cette explosion? Disons qu'avant le Covid, on était à 20% de sujets qui avaient tous les critères de classification d'une insomnie. Mais il y avait plus de 40% de gens qui se plaignaient de leur sommeil. Donc c'est quand même considérable. Et depuis l'épidémie de Covid, ça a encore explosé. Et d'ailleurs, à ce sujet, autant je pense que le président de la République a fait le job, il a dit restez chez vous, faites attention, on est en guerre contre le microbe. En revanche, le ministère de la Santé n'a pas fait le job, pas plus que la HAS. Ils auraient dû dire, c'était très simple, hein. 1, télétravaillez aux heures de bureau, et 2, couchez-vous à des heures raisonnables. En d'autres termes, ne Netflixez pas trop tard. Et s'il y avait eu ces 2 recommandations, on n'aurait pas eu cette explosion de dépression et d'insomnie, d'endormissement, parce que les gens écoutaient leur série très très tard, puisqu'ils travaillaient à l'heure qu'ils voulaient le lendemain. Et donc il y a eu une dérive, ce qu'on appelle un retard de phase, qui a entraîné évidemment beaucoup de troubles du sommeil. Et beaucoup qui perdure encore aujourd'hui? Ça va mieux, mais quand même, finalement, le Covid long, il touche aussi le sommeil. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à s'y remettre, puis qui ont adoré, en fait, cette période où ils allaient, surtout les sujets du soir, ils avaient tendance à aller encore plus dans leur trait
qui devient une pathologie. Alors vous parlez de Netflix par exemple, c'est pas pour leur faire de la pub, mais en tout cas vous parlez des écrans. Quelles sont vos recommandations, je dirais presque de bon sens, pour favoriser un endormissement serein et un sommeil réparateur? Alors, si on dort bien, on fait ce qu'on veut. Ok. Sauf que si on fait ce qu'on veut et qu'on n'écoute pas les recommandations, il y a beaucoup de gens qui vous disent bah, moi je regarde mon téléphone jusqu'à 23 heures, je dors très bien, mais si j'enregistre leur sommeil, je verrai que leur sommeil est très perturbé en réalité sur l'enregistrement de sommeil. Donc on sait quand même que on a deux yeux avec une rétine, et dans cette rétine, il y a des récepteurs à la mélanopsine, on va dire à la mélatonine, qui vont informer le cerveau. Et ces récepteurs sont sensibles à la lumière bleue. À savoir que si vous avez des écrans, quels que soient les écrans, sauf la télé, parce que la télé est à plus de 2 mètres et pas très bleue. Ok. Et autrement, le téléphone, les tablettes, les écrans d'ordinateur bloquent la mélatonine et donc perturbent l'endormissement et toute la nuit aussi. Donc ma recommandation à tous les patients qui viennent me voir, donc qui par hypothèse ne dorment pas bien, c'est je vous interdis de regarder votre téléphone et votre tablette après dîner. Je suis un peu sévère. Beaucoup de spécialistes disent 1 ou 2 heures avant l'endormissement. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Après dîner, c'est terminé. Ok. Pour une autre raison, parce qu'il n'y a pas que la lumière bleue. C'est que si ce soir vous regardez vos mails, il y aura forcément un qui va vous perturber. Et vous n'aurez pas le temps de le digérer avant de vous endormir. Alors que si vous les regardez le matin, ça ne change rien. En réalité, entre 23 heures et 7 heures du matin, vous avez toute la journée pour le digérer. Et donc cette stimulation anxieuse ou anxiogène des mails pourris va perturber votre sommeil, en plus de l'histoire de lumière bleue. Ce qui explique, enfin, ce qui nous parle aussi de nos émotions. C'est-à-dire en quoi nos émotions et la manière de réguler au cours de la journée toutes nos émotions, que ce soit des émotions agréables, désagréables, mais aussi le stress, en quoi est-ce que ça va perturber notre sommeil? En réalité, beaucoup d'insomnies sont en fait des hyper-éveils, par hyperstimulation anxieuse, ou non d'ailleurs. Il y a des gens, moi je ne suis pas un grand anxieux, mais si j'ai un truc à préparer, je vais probablement être stimulé et j'aurai peut-être plus de mal à dormir. Sauf que étant du matin, j'ai jamais de problème d'endormissement. Si je suis trop stimulé, je vais me réveiller trop tôt le matin. Je vais me mettre en avance de phase, c'est-à-dire je vais dans le sens de mon trait de base. Alors qu'un sujet du soir, s'il est trop stimulé, il va avoir du mal à s'endormir. Donc ce n'est pas du tout les mêmes symptômes selon sa typologie. Et puis après, si on est au milieu, on peut avoir n'importe quoi comme symptôme. Donc on évite quand même d'avoir trop de stimuli ou d'anxiété le soir. Et c'est là justement que la méditation, la prière, la sophrologie prennent toute leur importance, parce qu'en fait, ça a été bien montré, quand vous méditez, que vous priez, que vous faites du yoga, eh bien vous abaissez toutes les hormones du stress, noradrénaline, dopamine, hormones thyroïdiennes, etc., etc. Et donc vous favorisez bien entendu beaucoup le sommeil. Alors c'est là qu'intervient Meditatio et le pack sommeil que vous pouvez retrouver sur la page meditatio.app/pack sommeil. Et donc le pack sommeil que Meditatio vous propose, intégralement pensé avec une approche chrétienne, va vous permettre justement de pouvoir lâcher prise, de pouvoir déconnecter pour vous endormir sereinement sous le regard de Dieu. Et puis va vous proposer des pistes concrètes, des conseils, des podcasts éclairants sur le sommeil pour mieux comprendre ce qui se passe quand vous dormez, mieux comprendre vos éventuels troubles et trouver des pistes concrètes pour dormir, pour avoir un sommeil de meilleure qualité, plus réparateur, plus apaisé. Donc vraiment, n'hésitez pas à découvrir ce pack sommeil qui, j'espère, nous l'espérons en tout cas, vous donnera toutes les chances de retrouver un sommeil paisible et des relations aussi plus apaisées. C'est intéressant de vous entendre parler de méditation chrétienne, parce qu'on voit que le christianisme est exactement dans la même ligne qu'à peu près toutes les religions du monde, puisque dans à peu près toutes les religions, qu'on parle de l'islam, qu'on parle des religions amérindiennes, de l'Extrême-Orient, de l'hindouisme, et évidemment de la Bible, le sommeil et surtout le rêve sont le moment privilégié où Dieu envoie ses messages. Prenez par exemple l'Évangile, Joseph a un rêve qui l'informe que le méchant roi Hérode va massacrer tous les innocents, et c'est grâce à ce rêve qu'il part dans la fuite en Égypte. Et puis autrement, vous avez le rêve de Pharaon avec les vaches grasses, les vaches maigres. Vous avez le rêve de David, son combat avec l'ange, qui est à mon avis un rêve aussi. Bref, toutes les religions font référence au rêve comme le moment où Hermès va délivrer le message des dieux.
Alors, vous trouverez d'ailleurs dans le pack sommeil des podcasts sur les rêves. Alors, non pas sur leur signification, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément de signification scientifique aux rêves, mais en tout cas qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe lorsque nous dormons. Il n'y a pas de signification scientifique, mais il y a des significations individuelles. C'est ça. C'est là que Freud s'est complètement planté en essayant de faire des espèces d'archétypes. De même que ses successeurs, l'archétype n'existe pas. Il n'y a aucun archétype universel. Même le tabou de l'inceste n'est pas universel. Aux îles Tobriand, un père avec sa fille, il n'y avait pas de problème. Une mère avec son fils, c'était interdit. Et donc, Freud s'est complètement trompé en voulant faire je rêve de la mer, donc c'est que je rêve de la mort, etc. C'est faux. En revanche, individuellement, bien que je ne sois pas du tout psychanalyste et que la psychanalyse ne soit pas ma tasse de thé, eh bien, j'interprète les rêves parce que je connais mon patient et je sais ce que ça va dire de lui et chez lui. Alors justement, vous êtes donc médecin psychiatre, vous rencontrez depuis des années des personnes qui souffrent notamment de troubles du sommeil. Si on caricature un peu, quels sont les types de pathologies que vous rencontrez le plus fréquemment dans votre pratique de médecin? Évidemment, c'est l'insomnie. Okay. Mais il y a aussi l'hypersomnie, je dors trop, qui est plus grave que l'insomnie. Oui. Et la dysomnie, je dors mal. Donc en gros, 3 grandes catégories. Okay. Et dans les insomnies, on va dire qu'il y a l'insomnie objective. Et ma grande question, c'est « Ah bon, vous ne fermez pas l'œil dans la journée, comment ça va ?»« Oh, ben ça va bien. Oui, » Donc je sais que c'est une insomnie subjective, c'est-à-dire que la personne dort, mais ne perçoit pas son sommeil. Alors, j'allais vous poser cette question, parce qu'il se trouve que parfois, il y a des nuits où, effectivement, on a l'impression que le cerveau est un peu en éveil. On est comme si on était en mode veille, et on a l'impression de ne pas dormir. Et pour autant, on tient bien le lendemain. Mais du coup, on dort ou on ne dort pas? Vous voyez, j'ai découvert cette insomnie qu'on appelle aussi paradoxale ou subjective quand j'avais une dizaine d'années. Parce qu'à la campagne, on avait une voisine qui, nous, les gamins, nous pourrissait la vie parce qu'elle nous accusait tout le temps de faire trop de bruit, on l'empêchait de dormir, je suis âgé, c'est pas bien, vous m'empêchez de dormir. Et une nuit, il y a eu un incendie, juste la maison d'à côté. Les pompiers toute la nuit avec leurs sirènes, et le lendemain, on est sortis. Vous avez entendu l'incendie? De quel incendie parlez-vous? J'ai pas fermé l'œil, mais j'ai pas entendu les pompiers. Et c'est là que, dans ma petite tête de 10 ans, j'ai compris qu'on pouvait avoir le sentiment de ne pas avoir dormi et d'avoir dormi. Donc elle était, c'est pas des fausses insomnies, c'était une insomnie paradoxale ou subjective, c'est-à-dire je dors mais je ne sais pas que je dors. Mais est-ce que le sommeil... C'est très répandu. Hein. Ah bah oui, c'est ça, mais est-ce que du coup le sommeil est réparateur? Combien de fois devant la télévision, votre conjoint va dire ah bah t'as dormi oh, pas du tout, bah, pourtant t'as un peu ronflé quand même. Oui, c'est vrai, ouais. Bah oui. Et alors, est-ce que le sommeil, du coup, est réparateur quand on a ce sentiment de ne pas dormir, d'être en veille? Oui, oui. Pour ça, je vous disais que ma question, c'est « Docteur, je ne ferme pas l'œil. Et dans la journée, comment ça va ?» Ben, ça va bien. Donc, je sais que la personne a un sommeil réparateur qu'elle ne perçoit pas. Ce n'est pas du tout le même traitement. Et là, pour le coup, les somnifères, c'est une catastrophe. Okay. C'est encore pire. Et les personnes qui disent « Je ne ferme pas l'œil. » Et dans la journée, je suis épuisé, j'en peux plus, je m'endors devant mon ordinateur. Là, je sais que c'est un insomnie objective, qu'il y a une dette de sommeil qu'on paye dans la journée. Donc, c'est 2 approches très différentes. Ok, alors du coup, qu'est-ce que vous recommandez et pour l'insomnie paradoxale et pour l'insomnie plus objective? Alors l'insomnie paradoxale est intéressante parce que souvent, donc, c'est très difficile à soigner. Et quand j'y arrive pas, ben, je dis bon, écoutez, je vais vous enregistrer parce qu'il y a un truc que j'ai loupé. Et là, la personne se dit oula, il veut m'enregistrer, c'est qu'il me croit pas. Il pense que je suis un menteur ou une menteuse et veut vérifier. Donc je vais résister et je vais lui montrer que je dors pas. Et le lendemain, catastrophe, j'ai dormi comme jamais de ma vie. J'ai dormi comme un bébé, ce qui est une mauvaise expression, parce que les bébés, ça dort horriblement mal. Ça se réveille toutes les heures. Tous les parents le savent. Bref, j'ai dormi comme un bébé. Et là, ça permet de faire comprendre à la personne que c'est son envie de dormir qui l'empêche de dormir. Que c'est son envie de dormir qui l'empêche de dormir. Oui, c'est une forme de pression mentale qu'elle se met. Exactement, c'est un stimulus. Et donc, ben là, le traitement, c'est thérapie cognitive et comportementale ou la méditation, apprendre le lâcher prise. C'est ça. Même si c'est un cliché, le lâcher prise, dans ce cas-là, ça s'applique. Alors qu'il y a un insomniaque vrai, objectif, enfin vrai, je retire ce terme de vrai, un insomniaque objectif avec une fatigue dans la journée et une somnolence diurne et des problèmes de concentration dans la journée, à ce moment-là, l'approche est très différente. La première prescription pour moi, c'est de remettre les gens à l'heure. Parce qu'en fait, pour bien dormir, il faut dormir à l'heure pour laquelle on a été programmé par ces gènes. Okay. Donc pour savoir quelle est la nuit idéale, l'horaire de nuit idéal, c'est « Ah bah tiens, il y a 8 jours, j'étais en pleine forme au réveil. Ah, c'est intéressant.
à quelle heure vous êtes-vous endormi à peu près, à quelle heure vous êtes-vous réveillé. Et donc ça va être l'horaire de référence. Et après, tout le boulot, ça va être surtout en partant du matin, vous allez toute votre vie, et encore plus, vous réveillez toujours à la même heure, à cette heure-là, qui est votre heure de référence. Même le week-end. Le week-end. Mais surtout le week-end. Et pourquoi je dis le matin? Parce que, imaginez, vous venez me consulter, et si je vous dis, ce soir, vous allez vous endormir à 23h27. Vous allez dire, il ne va pas bien celui-là. Enfin, c'est normal, c'est un psychiatre. Alors que si je vous dis demain matin à 6h42, vous pouvez obéir. Donc on peut imposer une heure de réveil, mais pas une heure d'endormissement. Donc c'est le levier, l'heure de réveil, qui est l'axe, le pilier sur lequel on va tout organiser. Et alors c'est vrai que les sujets du matin, toujours, je les lève plus tôt qu'ils ne souhaitent. Ah, je me lève à 9h, maintenant vous allez vous réveiller à 7h30. Donc ils me détestent pendant 15 jours, et après ils m'adorent. Parce qu'au bout de 15 jours, ils se remettent à l'heure et ils n'ont plus de problème d'endormissement, parce qu'en l'élevant plus tôt que ce qu'ils souhaitent, je crée une dette de sommeil qui paye le lendemain soir. Ok, donc du coup, vous leur permettez de retrouver un rythme. Je remets les pendules à l'heure. Ok. Et systématiquement, je prescris de la mélatonine à libération prolongée, parce que la mélatonine simple en préparation magistrale ou ordinaire, en 20 minutes, elle est détruite. Donc évidemment, ça ne fait pas grand-chose. Mais la mélatonine à libération prolongée est très intéressante et marche chez 60 à 70% des gens sans effet secondaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu la HAS et Prescrire qui ont tiré à boulet rouge sur la mélatonine parce qu'ils n'ont rien compris au film. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez pendant 15 jours, vous faites la fête, ou vous travaillez beaucoup, vous ne dormez pas beaucoup, et après, vous lâchez la pression et vous dormez plus. Vous allez avoir mal à la tête, vous allez être somnolent, parce que allonger son temps de sommeil donne état d'effet secondaire. Donc ils ont pris comme effet secondaire de la mélatonine qui marche, ce qui était en fait des effets secondaires du rétablissement du sommeil. Et à mon avis, c'est une erreur majeure. La mélatonine est très sécure et très bien tolérée. Mais c'est vrai que moi, par exemple, 30-40% des gens ne répondent pas à la mélatonine. Vous voyez, quand je vais à Pékin, je peux prendre pas mal de mélatonine, il faut que je s'en prenne pas loin d'1 gramme pour avoir un début d'action. Ma femme, elle prend un comprimé, elle est à l'heure chinoise. Donc, oui, parce que du coup, la mélatonine peut être utile dans plein de cas, que ce soit des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes. Vous parlez de voyage, décalage. Si vous allez à New York, par exemple, vous savez que vous allez vous réveiller, vous endormir facilement. Parce que si vous vous couchez à 21h à New York, en fait, il est 21 plus 6, il est 3h du matin. Donc, pas de problème d'endormissement, mais à 2h du matin, heure locale, vous vous réveillez. Donc là, vous prenez une mélatonine à libération différée. Et vous la prenez à 21h heure locale, et elle va se libérer à 3h du matin. Donc, va vous permettre de prolonger votre nuit. Alors que si vous allez à Pékin, vous prenez une mélatonine immédiate, c'est-à-dire un spray sublingual pour vous endormir, parce qu'en réalité, il est 16h à Pékin quand vous voulez dormir, alors que là-bas, il est 22h. Et ensuite, vous prenez une mélatonine à libération prolongée pour prolonger l'action immédiate du spray. Et là, ça fonctionne. Bon, alors on n'est pas toujours dans les avions ou toujours jet-lagué. Oui, mais on peut faire les 3-8 ou on peut faire le gardien de nuit aussi. Tout à fait. Et du coup, la mélatonine, vous la recommandez aussi pour les personnes qui souffrent d'insomnie paradoxale ou, vous dites qu'il n'y a pas de toxicité? Paradoxale, ça fonctionne à mon avis moins bien. Il n'y a pas d'études là-dessus, c'est uniquement mon expérience clinique. Mais autrement, moi j'en prescris quasiment à tous mes patients insomniaques en sachant que ça va marcher en gros 2 fois sur 3. Alors avec le pack sommeil proposé par Meditatio qui est donc une application de méditation chrétienne, Meditatio souhaite accompagner les personnes qui souffrent de difficultés liées au sommeil. En aucun cas, l'application Meditatio et le pack sommeil ne se substituent à la médecine. Mais l'objectif du pack est vraiment de vous accompagner, de vous permettre d'avancer dans la prise en charge des différents troubles que vous pouvez rencontrer. Et donc, vous trouverez notamment des podcasts très éclairants sur les différents types d'insomnie, sur la manière de trouver, la manière la plus ajustée de pouvoir traiter vos insomnies. Très prochainement aussi, des podcasts sur les risques cachés des somnifères et justement sur la mélatonine dont le docteur Lemoine nous parle beaucoup aussi dans vos livres parce que vous dites que malheureusement elle est souvent sous-utilisée et critiquée quand bien même elle n'est pas toxique. Oui, alors je recommande en général de coupler la mélatonine du soir à la luminothérapie le matin parce que vous favorisez le sommeil avec la mélatonine et l'endormissement parce que ça remet les pendules à l'heure
et le maintien, parce qu'il y a aussi un effet soporifique. Mais si vous métabolisez trop lentement la mélatonine, le matin, vous serez dans le coltard. Donc à ce moment-là, vous bloquez votre mélatonine avec une exposition à la lumière. C'est là, par exemple, que l'aube artificielle peut avoir un intérêt. D'ailleurs, dans vos livres, vous expliquez, vous dites que c'est très important, dès le matin, de s'exposer à la lumière du jour. Sûr. Voilà, d'aller en extérieur. Tout à fait. En fait, finalement, vous parlez d'une hygiène de vie, que tout ce que nous allons vivre au cours de notre journée, la manière dont nous allons vivre nos journées, va permettre aussi de faciliter nos nuits. La première approche de l'insomnie, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil, à savoir que non seulement on remet les pendules à l'heure, on favorise l'endormissement avec la mélatonine et le réveil avec la lumière, mais en plus, on enlève tous les toxiques du sommeil, dont le premier est la caféine. Et la caféine, c'est thé, café, chocolat. Je ne devrais pas dire Coca parce que c'est une marque, mais bon, vous l'avez comme vous voulez, et Red Bull. C'est-à-dire que vous avez les 5 sources de caféine, et les gens oublient souvent que le thé contient de la caféine, et que le Coca-Cola en contient beaucoup aussi. Je me rappelle un médecin qui avait fait le tour des unités de sommeil de France sans y arriver. Et je l'ai vraiment beaucoup interrogé et je me suis aperçu que tous les soirs, il prenait 3-4 bouteilles de Coca-Cola et donc il était bourré de caféine. Et j'ai dû l'hospitaliser pour le sevrer de son Coca parce qu'il n'y arrivait pas. Il y avait une dépendance, une addiction à la caféine. Et on parle d'hygiène de vie, on pourrait parler d'alimentation peut-être, bien sûr, d'activité physique aussi. Donc on a parlé de la caféine, il y a toutes les drogues, sauf évidemment l'héroïne, mais je la prescris pas très souvent. Mais toutes les autres drogues sont facteurs d'insomnie. Le cannabis est ambigu, il y a des personnes ça réveille, d'autres que ça endort. Je ne le prescris pas non plus très souvent. Autrement, vous avez plein d'autres raisons, donc le stress bien sûr. Et puis, un repas, je pense à l'alimentation. Et normalement, il y a ce qu'on appelle la chrononutrition. Oui. À savoir que, déjà, au point de vue de sa ligne, tout ce qui est pris avant 16-17 heures est brûlé par l'activité, tout ce qui est pris après 17 heures est stocké par le sommeil. Donc, normalement, le matin, il faut manger solidement, à l'anglaise. Je ne parle pas du goût, parce que les Anglais, il y aurait de quoi dire. Mais enfin, on mange beaucoup le matin, plutôt protéique. Donc, c'est vrai que les œufs, la charcuterie, tout ça le matin, c'est très bien. À midi, on mange normalement. Vers 16 heures, on peut faire une collation. Et le soir, le moins possible. Moi, le soir, je mange le yaourt. Et c'est tout. Donc c'est bon pour le sommeil. Et quand vous regardez les centenaires, la plupart, une soupe très claire le soir, parce qu'ils ont tout compris. Donc vraiment, le dîner n'est pas physiologique. Et plus long est le jeûne de la nuit, mieux ça vaut. Vous savez, la sémantique parle bien. Le matin, on déjeune. Et les Anglais, break fast. Break, casser, fast, ça veut dire jeûner. Donc le matin, on casse le jeûne. Et plus le jeûne est long, mieux ça vaut. Donc c'est bien de dîner plutôt un peu tôt, le moins possible. Et puis le petit déjeuner, quand on se lève. Et le sport vous dites qu'il ne faut pas faire de sport trop proche de l'heure du coucher pour justement faire baisser la température du corps. Alors oui et non. C'est vrai que nous sommes en fait des horloges sur pattes et que ce qui fait tic-tac, c'est température monte à partir du matin maximum vers 15-16 heures et commence à baisser. Et la nuit, à 3 heures du matin, elle est au minimum. Si on a plus d'1,4 degré Celsius de différence entre le maximum dans la journée et le minimum la nuit, on ne sera jamais insomniaque, on ne sera jamais déprimé, on n'aura jamais de fatigue ou de migraine de réveil. C'est injuste, mais ça encore, c'est la génétique qui parle. En revanche, si on a effectivement une horloge qui marche, je parle des rythmes de température un peu moins bien, si on a 0,4, 0,5 degrés Celsius de différentiel jour-nuit, il faut aller dans le sens de la nature. Donc tout ce qui augmente la température le matin, la douche chaude, le sport, c'est bon. Tout ce qui élève la température le soir, c'est pas bon. Sauf que parfois la vie, surtout chez les Parisiens avec leur temps de trajet, ils sont obligés de faire du sport le soir. À ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait un temps, une période tampon entre le sport du soir et la mise au lit. Et si possible, une douche plutôt fraîche, pas glaciale parce que sinon on thermorégule et on remonte la température, mais une douche fraîche, un bain tiède, sans se sécher trop vite pour abaisser la température le soir. Donc ce n'est pas interdit de faire du sport le soir. Et puis on peut prendre la nature à contre-pied si on se porte bien. Par exemple, si vous êtes un petit scout et que vous prenez une douche le matin sous une cascade glacée en montagne, vous bougez beaucoup et vous thermorégulez, c'est-à-dire que vous vasoconstrictez, vous devenez tout blanc et vous avez la pêche. Sauf que si vous êtes âgé, malade,
ça va tellement dépenser des calories que ça va marcher une demi-heure, puis vous allez vous effondrer. Et vous pouvez la jouer le soir à la japonaise, parce qu'on dit toujours bain tiède, sans sécher trop vite pour abaisser la température. Je ne sais pas si vous êtes allé au Japon, mais les bains à la japonaise, vous comprenez quel est le calvaire du homard au moment suprême. C'est impressionnant les températures qui se tapent, et ça a été montré qu'ils arrivent à monter leur température centrale de plus de 2 degrés, ce qui est considérable. Et à ce moment-là, ils thermorégulent, ils abaissent leur température, et ils dorment très bien, et ils augmentent les temps utiles de sommeil. Là encore, si on est cardiaque, si on a des problèmes de santé, c'est pas du tout une bonne idée. C'est mieux d'être japonais au départ, c'est-à-dire d'être habitué, comme le sauna. Le sauna, c'est plutôt le matin. Mais le soir, si on est en pleine forme, ça peut être utile pour prendre la nature à contre-pied. Prenons un instant pour parler des rituels de coucher. Vous parlez donc du fait de faire baisser la température du corps. Est-ce que la méditation peut justement contribuer à faire baisser la température du corps et peut participer à un rituel par différents mécanismes. D'une part, effectivement, c'est une activité calme. Méditation, prière, yoga, sophrologie, cohérence cardiaque, tout ça, c'est excellent parce que ça baisse le stress. Mais c'est vrai que comme on est immobile, on baisse sa température centrale. Sauf si on est dans un appartement surchauffé, parce que ça, normalement, on essaye d'avoir une température pas trop élevée. Savez-vous alors quelle est la température idéale de la chambre? Moi, je dirais 18 degrés. Mais je ne sais pas, je me trompe peut-être. On va demander à notre caméraman combien? 20 degrés. Vous avez tout faux. C'est la température où on est bien. Ah, c'est ça. Et donc, il y a toujours un différentiel dans un couple. Je parle d'un couple, on va dire, homme-femme, où les femmes sont plus frileuses que les hommes en général, parce qu'il y a une question de masse corporelle. Et donc, il y a une plus grande inertie de la température chez l'homme. Et donc, très souvent, vous avez des conflits, voire des divorces, entre un sujet pas du tout frileux, qui a toujours trop chaud, qui veut dormir les fenêtres ouvertes, et une sujette qui est très frileuse et qui veut absolument avoir des couettes et tout. Donc moi, je prescris beaucoup des literies séparées avec 2 matelas, 2 sommiers, une couette pour madame, une couette pour monsieur, et éventuellement donc une température qui satisfasse les deux, ce qui n'est pas facile. Et oui, parce que c'est vraiment un sujet, ça. Pour c'est un beaucoup vrai de sujet. personnes qui vivent De en même couple. si madame est du matin et monsieur du soir, C'est ça. si madame est courte dormeuse et monsieur long dormeur, il y a eu beaucoup de divorces qui ont été provoqués uniquement par ça, c'est impressionnant. De même si madame est du matin, donc ponctuelle, monsieur tout le temps en retard, il y a des scènes de ménage. Il suffit de regarder quand vous allez chez des amis, sur le palier quand vous sortez, monsieur est du soir, il a toujours un truc en plus à dire. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter que... Et madame, quand l'ascenseur est passé 3 fois, 4 fois, chérie, il faut qu'on rentre. Le matin, on se lève. Mais non, mais j'ai encore un truc à dire. Et donc, des fois, dans l'ascenseur, on entend les éclats de la dispute. Donc, c'est vraiment un vrai sujet et malheureusement génétique. Donc, il faut beaucoup parler. Il faut que les hommes apprennent à être un peu plus discrets quand ils se mettent au lit ou quand ils se lèvent le matin. Moi, j'ai été dressé là-dessus, puisque j'ai besoin de moins de sommeil que ma femme. Et elle se couche plus tôt et se lève plus tard que moi. Donc maintenant, je fais attention quand je me couche et quand je me lève. Et puis j'ai acheté une liseuse. Parce que la liseuse, il n'y a pas de rayonnement bleu. Et que la lumière sur le livre, parce que mon rituel, c'est quand même de lire. Et donc, il faut que je lise entre 5 minutes et une demi-heure, selon l'heure de coucher. Et donc, la liseuse est devenue justement un facteur d'apaisement du couple. Donc, pour favoriser la paix des ménages, vous recommandez une literie séparée et vous recommandez aussi beaucoup de dialogue. Et, oui. Ouais. Et la liseuse. Et la liseuse, exactement. Parce que parfois, la nuit, c'est bien, alors, soit on médite, soit on prie, soit on lit. Et la liseuse est un bon compromis. Il y a d'autres rituels du soir que vous recommandez? Oui, il y a beaucoup de rituels qui consistent en réalité à essayer d'arrêter le petit vélo, qui est souvent la cause de l'insomnie. Et donc, on dit, je vais enfourcher un vélo, mais pas un petit vélo, je vais enfourcher un vélo de fond et agréable. Donc, on remplace ces pensées stériles qui tournent en boucle par une pensée agréable et qui ne tourne pas en boucle. Donc, moi, mon truc, par exemple, je me récite des fables de La Fontaine. Ça fonctionne très bien. C'est rare que j'arrive au bout du corbeau du renard. Ça peut être réciter le chapelet, d'ailleurs. Ça peut être réciter le chapelet. Je pense que les religions ont bien compris ça. Quand vous voyez les vieux rabbins qui se balancent devant le mur des lamentations, le chapelet, aussi bien d'ailleurs chez les orientaux, qui dans la journée, souvent vous les voyez qui égrènent un chapelet, chez les catholiques qui égrènent leur chapelet, ce sont des très très bonnes techniques
pour justement éviter. En revanche, il ne faut pas compter les moutons. Parce que quand vous êtes à 8624, vous vous trompez, ça énerve parce qu'il faut recommencer. Donc ça crée une insomnie. Alors que le chapelet marche très bien. Merci beaucoup, Dr Patrick Lemoine, de nous avoir parlé du sommeil. Alors, si vous souhaitez devenir incollable sur le sujet du sommeil, en tout cas mieux comprendre le fonctionnement de votre sommeil, éventuellement mieux comprendre les troubles auxquels vous êtes confrontés, nous vous recommandons vraiment vivement de découvrir le pack sommeil proposé par Méditation, première application de méditation chrétienne francophone. Vous trouverez ce pack sommeil sur la page de Méditation que vous trouvez affichée sur votre écran, donc meditatio.app/pack sommeil. Vous trouverez toutes les propositions, à la fois des podcasts qui reprennent tous les conseils du docteur Lemoine. Vous trouverez également des méditations guidées pour s'endormir dans la paix, pour faire face à une insomnie au cours de la nuit ou à un réveil précoce le matin. Vous trouverez également des histoires bibliques. Enfin, le pack sommeil est très complet. Donc n'hésitez pas à aller sur cette page pour le découvrir. Ce pack sommeil est utile évidemment si vous rencontrez des troubles de sommeil, mais aussi si vous avez simplement envie de vous endormir chaque soir sous le regard de Dieu. Voilà, retrouver de la paix avant de vous endormir. Donc n'hésitez pas à découvrir ce pack sommeil. Merci aussi à James et à Juliette pour l'enregistrement de ce podcast et à très vite.